De monnaie libre. Donc pour introduire ce sujet-là, on va essayer de se demander ce que c'est qu'un peu la monnaie. Et on va regarder ça dans un premier temps à travers une histoire assez simplifiée de la monnaie, pour savoir comment a évolué la monnaie. Et le mot qui va être le plus important dans cette présentation, c'est comment a évolué la création de cette monnaie, comment a évolué la création monétaire. Donc là, ce que vous voyez ici, c'est un espèce de serpentin qui symbolise l'histoire des monnaies. Et donc, au début, les différentes civilisations ont commencé à échanger des biens et des services dans des biens qu'on va appeler des biens communs, des marchandises. Ils ont décidé à un moment donné de faire d'un des biens, de faire office de monnaie. Donc par exemple, il y avait du thé, des haches, des pierres, des haches ou des coquillages. Et donc ces monnaies elles ont une caractéristique assez commune, c'est qu'elles sont facilement reproductibles. Et elles sont facilement reproductibles par tout un chacun. Et le problème que ça pose quand un bien fait office de monnaie est trop facilement reproductible, c'est que la quantité de monnaie va se mettre à augmenter de manière démesurée et très rapidement, ce qui va finir par détruire la valeur même d'une unité monétaire. C'est ce qu'on appelle l'inflation, si vous le comprenez comme ça. C'est un peu cette idée-là. Et donc pour contrer ce phénomène-là, à différents points du globe et au cours de l'histoire, les civilisations sont passées à des monnaies métalliques qui ont la caractéristique d'être beaucoup plus difficiles à trouver, à extraire et à transformer. Et du coup, elles avaient la caractéristique, par rapport aux monnaies précédentes, d'être beaucoup moins facilement reproductibles. Et donc la quantité de monnaie totale était beaucoup plus contrôlable. Et donc la période des monnaies métalliques correspond entre autres à la période d'expansion des grands empires qui correspond à l'expansion aussi d'une monnaie qui est émise de manière beaucoup plus contrôlable. Et donc ensuite on est passé, donc là je n'ai pas détaillé la création monétaire à chaque fois, il faut amener plus de biens. Donc si vous voulez créer plus de monnaie en or, il faut aller dans les mines, il faut aller tuer les Indiens en Amérique pour leur piquer leur or. Et donc voilà, il faut amener de la matière, quoi. Et ensuite on est passé aux monnaies papier. Et on va voir cette transition après pour comprendre le principe de la création monétaire aujourd'hui. Et ensuite, on a eu les monnaies, les billets qui sont les successeurs du coup des monnaies papier. Et aujourd'hui, on a une monnaie qui se dématérialise de plus en plus avec les technologies numériques, les cartes de paiement, les cartes bleues. Et on commence à voir émerger des formes monétaires différentes, avec une création monétaire différente. Donc, si vous avez entendu parler du Bitcoin, par exemple, qui sont des monnaies numériques qui ont un principe de création monétaire différent. Donc la question fondamentale qu'on va se poser au cours de cette présentation, c'est de savoir quel est le principe qui sous-tend la création monétaire et quel principe permettrait d'imaginer une monnaie qui soit un peu plus scientifique, on va dire, et un peu plus équitable que les monnaies qu'on utilise aujourd'hui. Donc pour comprendre le principe de création monétaire des monnaies qu'on utilise aujourd'hui comme l'euro ou le dollar, il faut comprendre la transition entre les monnaies métalliques et les monnaies papier. Alors pour comprendre cette transition, je vais faire une brève simplification de ce qu'on va appeler la combine de l'orfèvre, qui permet de comprendre comment on est passé de l'or à des monnaies papier, enfin, des monnaies métalliques à des monnaies papier. Donc on avait à la fin du Moyen-Âge un orfèvre qui fabriquait son métier, c'était de fabriquer des objets en or. Et donc pour stocker son or qui lui servait à travailler, il avait un coffre qui lui permettait de sécuriser son or. Et à côté de ça, il y avait la société des marchands, on va dire, qui s'échangeait des biens en or. Bon là j'ai mis des lingots, mais bon, des pièces d'or, c'était pareil. Donc voilà, la monnaie c'était l'or et il s'échangeait des biens en or. Et un jour, il y a un des marchands qui en a eu marre de se trimballer tout le temps avec son or dans ses poches, parce que pour faire ses transactions, il avait besoin en permanence de se trimballer avec son or et c'était pas très pratique. Donc il a demandé à son copain l'orfèvre, est-ce que je peux pas stocker mon or dans ton coffre, comme ça il est sécurisé, moi j'ai suffisamment confiance en toi dans le fait que je peux revenir à tout moment et échanger ces pièces d'or échanger à tout moment ces pièces d'or. Donc l'orfèvre a accepté et en échange il lui a donné un certificat certifiant
stipulant la quantité d'or qu'il y avait dans son coffre. Donc lui, il était content, le marchand, il était beaucoup plus léger quand il se déplaçait, il n'avait plus trop à se trimballer en permanence son or. Et donc il a dit ça à tous ses amis, les marchands. Bon, c'est vraiment une simplification. Et ils ont tous fait ça. Et ils ont fait ça parce qu'ils avaient confiance en leur fèvre, dans le fait qu'ils pouvaient revenir à tout moment, échanger leur certificat contre de l'or, et qu'il n'y avait pas de problème avec ça. Donc c'est en ça que la monnaie est intimement liée à la notion de confiance. Et donc à partir de là, les marchands ils se sont dit, plutôt que d'aller à chaque fois rechercher notre or auprès de leur fèvre, on peut peut-être s'échanger directement nos biens en certificat. Et donc c'est ce qu'ils ont fait, ils ont échangé leurs biens en certificat. Et donc là on voit que la forme de la monnaie commence à changer un peu, puisque l'or il est immobilisé dans le coffre, et surtout l'orfèvre il constate une chose, c'est qu'à aucun moment tous les marchands viennent en même temps réclamer leur or. Et qu'il est la seule personne dans cet exemple-là à connaître la quantité d'or qu'il y a dans son coffre. Donc c'est le seul à connaître cette information-là. Et il s'est dit, ça je peux peut-être en faire quelque chose, et je peux peut-être créditer de la monnaie à des personnes qui n'ont pas, à des marchands qui ont besoin de faire des activités et qui n'ont pas de monnaie. Et donc c'est ce qu'il a fait. Donc il leur a crédité alors il voulait leur créditer leur or, mais là on va simplifier comme l'économie s'échange, la société s'échange déjà en certificats, il pouvait créditer directement des certificats. Et donc il crédite des certificats en échange donc c'est une dette avec un intérêt, avec un remboursement. Là ce que vous voyez les deux petits papiers, c'est le remboursement des intérêts. Donc là ce que vous voyez, il y avait 9 kilos en lingots et il a prêté 9. Normalement à ce point-là, il a atteint sa capacité maximale de crédit. Et donc là, encore une fois, il savait que c'était la seule personne à connaître l'information de la quantité d'or dans son coffre. Et il avait remarqué qu'à aucun moment, tous les marchands venaient en même temps réclamer leur or. Donc il s'est dit, qu'est-ce qui m'empêche de mettre plus de certificats par le crédit, donc le crédit bancaire en fait, par de la dette. Qu'est-ce qui m'empêche de faire ça parce qu'il n'y a personne qui connaît la quantité d'or qu'il y a dans mon corps. Donc je peux décorréler la quantité de crédit émise de la quantité d'or. Et donc c'est ce qu'il a fait, et donc il a mis, en s'enrichissant par l'intérêt, il a crédité à des gens de nouvelles dettes, et donc la création monétaire aujourd'hui est héritée de ce mécanisme-là, de ce switch-là, de ce mécanisme, de ce changement de mécanisme, parce qu'avant pour créer de la nouvelle monnaie, il fallait chercher de l'or. Là, c'est simplement une écriture scripturale et la monnaie est créée par la dette, donc le crédit bancaire. Donc l'ADN des monnaies aujourd'hui qu'on utilise, des monnaies classiques, c'est fondamentalement la dette. Donc très concrètement, toutes les monnaies les plus courantes qu'on utilise, elles sont concrètement créées au moment où il y a un crédit qui est contracté dans une banque. Donc si vous allez contracter un crédit pour acheter une maison, la promesse de remboursement que vous allez signer, le contrat que vous allez signer avec votre banque, ce contrat va permettre au banquier de créer de la monnaie à partir de rien. Donc c'est le mécanisme qu'on a vu avant, c'est pas prélevé sur des réserves existantes. La création monétaire est complètement est créée ex nihilo, on appelle ça, à partir de rien, par ce mécanisme-là. Et donc il faut comprendre que ce mécanisme de création monétaire par la dette, ça s'est décalé un peu, non, c'est pas grave. Ce mécanisme de création monétaire par la dette, il est lourd de conséquences. Alors la première de conséquences sociales et environnementales. Alors la première des conséquences à créer de la monnaie par la dette, c'est la nécessité absolue d'être en croissance économique. Alors ça pour la raison que quand vous créez de la monnaie par la dette, au moment où vous remboursez cette même dette, donc vous payez au passage les intérêts que le banquier va prélever, et donc le banquier va s'enrichir sur les intérêts, par contre quand vous remboursez la dette, ce qu'on appelle le principal de la dette, ce qui se passe c'est que votre compte lui revient à zéro. Donc la monnaie qui a été créée au moment de la dette, elle est détruite au moment du remboursement de cette dette. Et donc si la monnaie est détruite, si on imagine que demain toute la société se met à rembourser sa dette, il n'y aurait plus de monnaie en circulation. Donc on serait dans une situation de crise très grave, puisque la société a besoin
a besoin de suffisamment de monnaie pour pouvoir alimenter les transactions et les échanges. Et s'il n'y a pas s'il y a plus de remboursement que de création monétaire par la dette, eh ben on arrive à des périodes d'assèchement monétaire et des périodes de crise. Et donc pour éviter ça, le seul moyen possible, c'est qu'il faut qu'en permanence, il y ait plus de dettes qui soient contractées que l'année d'avant, qu'il faut que, en fait, si vous imaginez un robinet, il faut que le débit d'entrée par la création de nouveaux crédits soit supérieur au siphon des remboursements, à l'évacuation des remboursements. Et donc ça veut dire qu'il faut en permanence contracter plus de crédits que l'année d'avant, il faut consommer plus que l'année d'avant, il faut être dans des logiques de croissance économique. Donc la croissance économique, c'est pas du tout une volonté politique dans une politique de droite parce que les gens sont méchants. C'est une nécessité monétaire dans ce système-là. S'il n'y a pas suffisamment de croissance économique, c'est pour ça que c'est un peu un dogme, c'est que s'il n'y a pas suffisamment de croissance économique, on va vers des situations d'assèchement monétaire et de crise grave. Bon, on est déjà un peu dans ce mode-là en Europe. La deuxième des conséquences, elle est un peu plus facile à comprendre, c'est le creusement des inégalités. Alors, tout simplement parce que si vous avez déjà des ressources et un patrimoine, ou si vous êtes déjà riche, on va dire, vous allez voir une banque et vous demandez un nouveau crédit bancaire, vous n'allez avoir aucun problème à pouvoir contracter de nouveaux crédits et à pouvoir, avec la banque, créer de la nouvelle monnaie à votre bénéfice, alors pas seulement à votre bénéfice, c'est aussi au bénéfice du banquier, mais avec cet argent, vous pouvez investir dans des choses et éventuellement accroître votre richesse. Donc vous avez une solution pour accéder à plus de création monétaire, là où des populations sans ressources et pauvres vont voir un banquier, le banquier leur dit bon, on ne peut pas vous prêter, bon, vous voyez bien que le mot prêt, ça ne veut pas dire grand-chose, on ne peut pas vous créditer, parce qu'on ne peut pas vous donner un crédit bancaire parce que vous n'avez pas de ressources, donc on n'a pas de garantie que vous allez pouvoir nous rembourser, donc les pauvres sont exclus de la création monétaire. Donc là, on a un système qui, mécaniquement, les riches peuvent s'enrichir, là où les pauvres restent dans leur état. Donc on a un système qui tend aux inégalités mécaniquement. Voilà. Donc là, on va rentrer un peu plus dans le détail de la suite, on va dire. Donc là, ce que vous voyez, c'est la masse monétaire euro, donc en milliards d'euros sur 20 ans. Et donc on voit que la quantité totale d'euros en circulation augmente en permanence avec le temps. Donc la création monétaire a augmenté. Et alors vous vous doutez bien que avoir 1 euro en 2018, quand il y a 12 000 milliards d'euros en circulation, c'est pas la même chose que d'avoir 1 euro en 2003. Bon, l'euro a été lancé en 2003, avant c'était un équivalent euro. 2002, pardon. Non, c'est parce que je regardais la graduation. Et donc, du coup, ce qu'on a appelé tout à l'heure l'inflation, tel que vous l'entendez dans les médias, on va dire, l'inflation, du coup, c'est ce phénomène-là, c'est que avoir 1 euro en 2003, c'est plus du tout la même chose. La valeur d'une unité monétaire en 2003 était bien supérieure à la valeur d'une unité monétaire en 2018. Parce que la quantité totale de monnaie a augmenté. Et donc ça, il faut bien garder ça à l'esprit, qu'il faut toujours exprimer les prix, enfin les prix en plus de pertinence relativement à la quantité de monnaie, à la quantité totale de monnaie. Donc là, on va essayer de rentrer un peu plus dans la solution. Donc on peut voir la monnaie dans un premier temps comme un outil de mesure. Donc comme les autres outils de mesure en sciences. Alors c'est pas simplement un outil de mesure, c'est plus qu'un outil de mesure, parce que c'est un outil qui nous permet d'acquérir aussi et faire des transactions. Mais au moins s'il avait la caractéristique minimum des autres outils de mesure en sciences, ce serait déjà pas mal. Donc c'est quoi cette caractéristique ? Donc, par exemple, si on prend des mesures physiques comme la température, l'échelle Celsius, elle est étalonnée par rapport à l'état de l'eau. Donc à 0 degré, l'eau ça gèle, et à 100 elle bout, à 100 degrés. Donc ça c'est une échelle et c'est une propriété qu'on va appeler invariante, puisque l'état de l'eau il est le même pour tous sur la planète.
Et tout le monde peut... Oui, ça dépend de la... Bon, après, c'est dans des cadres de température et d'altitude précis. Mais vous pouvez toujours le retrouver. Vous pouvez vous refaire votre propre échelle Celsius. Et donc ça, c'est une propriété invariante. Le temps, par exemple, c'est étalonné sur les... Enfin, c'est simplement les durées de rotation de la Terre autour du Soleil et autour d'elle-même, ou alors des vibrations de l'atome de césium pour la seconde. Pareil, propriété invariante. La distance, c'est un pourcentage du méridien terrestre. Donc le mètre, un mètre, c'est un pourcentage du méridien terrestre. Et donc ça permet d'avoir une propriété invariante et ça permet aux gens surtout de se comprendre. Quand on dit qu'est-ce que c'est un mètre, ça permet de se comprendre à différents points du globe et à différentes époques de l'histoire. Et ça permet en priorité de se comprendre. Dans un deuxième temps, de ne pas se faire avoir aussi. Mais dans un premier temps, c'est surtout pour se comprendre, échanger et dialoguer et savoir de quoi on parle. Pour la mesure des échanges et des biens et services, enfin l'outil qui est la monnaie, en fait, il n'y a pas de propriété invariante. Ce qu'on a vu avant, la masse monétaire augmente. Une unité monétaire, ça ne veut rien dire en soi. C'est ça. Donc du coup, on a beaucoup moins de... C'est beaucoup moins compréhensible que les outils qu'on a vus avant, les outils de mesure qu'on a vus avant. Et c'est en partie ça qui fait que l'économie est particulièrement complexe à comprendre à première vue, puisque les choses ne sont pas définies correctement à la base même. Donc c'est très difficile de comprendre un peu ce qui se passe et les phénomènes macroéconomiques. Donc, ouais, je suis un peu en bazar sur cette présentation. Donc on a parlé de principes de création monétaire. Donc pour rentrer dans le sujet de la monnaie libre, on va essayer de se demander quel principe on va prendre pour essayer d'imaginer une monnaie qui soit différente. Et le principe fondateur de la monnaie libre qu'on va voir, c'est le principe de relativité. Alors là, vous avez Einstein. Donc le principe, la théorie de la relativité d'Einstein, ou la théorie de la relativité restreinte surtout, alors pour l'approcher un peu, vous l'avez déjà tous un peu ressenti probablement quand vous êtes en gare, quand vous êtes dans une gare et que vous êtes dans un train, et vous regardez par la fenêtre un autre train, et puis il n'y a pas trop de choses autour, et là il y a un des deux trains qui part, et pendant un moment vous ne savez pas si c'est vous ou si c'est son invité qui est parti. Bon, ben ça c'est fondamentalement le principe de relativité, c'est un principe en fait d'équivalence. C'est-à-dire que dire que c'est vous qui bougez avec le train, ou dire que vous restez immobile dans le train et que c'est toute la Terre autour qui bouge, c'est exactement la même chose. C'est équivalent, les deux observations sont équivalentes, et le but d'une démarche scientifique, c'est absolument pas de dire il y en a un qui a plus raison que l'autre. C'est-à-dire que l'observateur sur le quai a plus raison que l'observateur dans le train. Non. Le but d'une démarche scientifique, c'est d'essayer de se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas un moyen qui permet de respecter les observations de chacun et de pouvoir transformer les observations que chacun fait dans un référentiel, on appelle ça, dans une observation et dans une autre. Par exemple, si dans le train vous mesurez la vitesse d'un objet, d'un arbre par exemple, si vous êtes en mouvement dans le train, l'arbre il va avoir une certaine vitesse. Par contre, si vous êtes immobile à côté de cet arbre, l'arbre il ne va pas avoir de vitesse apparente pour vous. Et bien, ces deux mesures de vitesse, le but de la théorie de la relativité, c'est d'essayer de trouver une formule mathématique, enfin un objet mathématique, qui permette la transformation des deux vitesses et qui permette d'exprimer une vitesse puis une autre par une loi qu'on appelle une loi invariante. Et donc, bon, si vous connaissez un peu, dans la théorie de la relativité restreinte, c'est la transformée de Lorentz qui est une formule mathématique qui permet de transformer les observations dans un référentiel en des observations, c'est pas très français, dans un autre référentiel. Et donc alors on va le voir après, cette transformée de Lorentz fait intervenir une valeur qui est constante et invariante qui est la vitesse de la lumière. Donc la vitesse de la lumière, c'est une valeur physique invariante. Et elle intervient dans la transformée de Lorentz. La transformation de Lorentz, je ne sais plus, transformée de Lorentz. Voilà, alors pourquoi je vous parle de ça ?
Parce qu'en fait, cette philosophie de relativité, ça s'applique aussi à l'économie. L'économie, en fait, quand on achète des choses, on a tous notre propre regard sur l'économie. On a tous notre propre regard humain et il est tous. Chaque regard est unique. Et donc, la manière avec laquelle on regarde les objets qu'on s'achète et se vend, quand on achète et qu'on vend des biens, on mesure aussi on mesure en fait des valeurs. On mesure des valeurs économiques. Et c'est une mesure qu'on pourrait qualifier c'est une mesure physique. Et de la même façon qu'on a vu précédemment, il n'y a pas de raison de privilégier une observation par rapport à une autre. Il faut essayer de trouver une formule mathématique ou un objet mathématique qui soit invariant et qui permette la transformation des observations de chacun. Voilà, c'est pas très clair aujourd'hui. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis les yeux. Il faut bien comprendre que toutes les valeurs, les estimations et les valeurs économiques sont relatives à leur observateur. Donc c'est pas les biens et les services n'ont pas de valeur absolue. Ils ont des valeurs qui sont relatives à leur observateur dans l'espace et dans le temps. Donc voilà. Voilà, maintenant on va rentrer dans le fond de la théorie relative de la monnaie, donc qui est la théorie qui arrive à la démonstration des monnaies libres. Et donc la théorie relative de la monnaie, donc c'est une théorie mathématique qui a été découverte par Stéphane Laborde, présent aujourd'hui. Et donc c'est cette philosophie-là, tout ce dont je viens de parler de relativité, c'est cette philosophie-là que Stéphane Laborde a essayé d'appliquer à la monnaie, en essayant du coup de trouver cet objet qui serait invariant à l'économie. Alors l'invariant, vous voyez là l'objet là au milieu, c'est un peu ça l'invariant, c'est en fonction de la position dans laquelle on le regarde. On ne voit pas les mêmes choses. Par contre, l'objet au milieu, lui, il est invariant, lui, il ne bouge pas. C'est la position des observateurs autour qui bouge, mais lui, il ne bouge pas. Donc en fait, c'est cette idée-là qu'il faut essayer de tendre. Il faut essayer de tendre vers cette idée-là. Alors pour comprendre la théorie relative de la monnaie, il faut comprendre des choses très simples en fait. Une économie, c'est fait d'humains, d'êtres humains, et les humains sur la planète Terre, ils ont une caractéristique, c'est qu'ils ont un temps de vie qui est limité. Et comme ils se reproduisent, la conséquence de ça, c'est que l'humanité est un flux de générations qui se renouvellent avec des gens qui naissent, qui vivent et qui meurent. Donc là, ce que vous voyez là, en rouge, vous voyez la vie d'un individu, en bleu, vous voyez la vie d'un autre individu. Et donc, on n'est pas éternel sur cette terre, et l'humanité, c'est un flux. Et il faut vraiment comprendre ça, que dans le temps, ce n'est pas les mêmes humains qui seront sur Terre dans 160 ans. Donc, à côté de ça, une économie, c'est fait de valeurs économiques, d'objets ou de biens ou de services, que cette humanité s'échange à différentes périodes. Donc là, j'ai mis quelques dates, et vous voyez, les objets évoluent, il y a des nouvelles technologies qui arrivent. Il y a une diversité de biens et de services qui s'échangent, mais il y a des biens qui deviennent obsolètes, et puis il y a des nouvelles, comme la révolution numérique, il y a des nouveaux objets qui arrivent, et dans le futur, on ne sait pas du tout ce qu'on va s'échanger. Donc essayer de baser une monnaie sur quelque chose qui vient de cette colonne-là, des valeurs économiques, ça n'a pas de sens. Enfin, en cohérence avec le principe de relativité, ça n'a pas de sens, c'est pas cohérent. Puisque là, on ne sait pas du tout ce qu'on va s'échanger demain. Alors ça c'est valable aussi pour l'or. Hein. L'or, c'est une valeur économique comme les autres ici. Et peut-être que dans 160 ans, l'or, tout le monde n'en aura rien à faire de l'or. Moi, personnellement, même aujourd'hui, je n'en ai rien à faire de l'or, ça ne m'intéresse pas. Donc, si on base notre monnaie, parce qu'il y a certaines personnes qui disent aujourd'hui qu'il faudrait revenir à une monnaie adossée à l'or ou quoi, ça n'a pas de sens par rapport à ce qu'on a vu avant. En tout cas, il y a peut-être mieux à faire. Donc voilà, il faut bien comprendre ça, c'est que si on essaie de créer une monnaie qui soit un peu plus égalitaire et un peu plus cohérente avec le principe de relativité, il faut se focaliser sur le flux humain. Il faut essayer de vraiment trouver l'invariance dans le flux humain. Et alors on peut voir le flux humain comme une cascade, et la cascade où chaque goutte d'eau est un individu qui naît, et en bas le bassin c'est sa mort. Et quand on regarde une cascade d'une certaine distance, il y a quelque chose qui varie assez peu, c'est la hauteur.
et la hauteur, c'est l'espérance de vie. Donc là, on va garder ça en tête. Alors maintenant, on va faire l'application mathématique. Mais alors, ça va être très simple, je vais pas rentrer dans le détail parce qu'après, on va le faire avec des schémas. Mais en fait, faut juste... je fais juste des traductions mathématiques des phrases que je vais dire. Donc là, on va essayer d'appliquer mathématiquement à la monnaie cette phrase. Tous les humains naissent libres et égaux en droit. Bon, c'est ça. Donc cette phrase, ça veut dire que aucune goutte d'eau là dans la cascade, dans la métaphore qu'on a vue avant, aucune goutte d'eau ne doit être privilégiée par rapport à une autre. Et donc ça, il faut le comprendre dans l'espace, c'est-à-dire que si aujourd'hui on décide de créer de la monnaie, eh ben on va tous créer la même quantité de monnaie. Il n'y en a pas un qui va créer 5, l'autre qui va créer 12, l'autre qui va créer 25. On va tous créer la même part de monnaie, donc ça c'est ça l'espace X, ça c'est l'espace quand on passe d'un individu à l'autre. Donc la dérivée de la quantité de monnaie quand on passe d'un individu à l'autre égale 0. Ça c'est la traduction que 5 moins 5 égale 0. Traduction en continu. Et donc cette phrase, elle doit être comprise dans l'espace, donc ce que je viens de décrire, mais aussi dans le temps. Dans le temps, c'est-à-dire les générations qui arrivent après. Et ça se traduit mathématiquement par le fait que la monnaie créée en permanence a un taux d'accroissement, un ratio, la quantité C qu'on voit ici, qui est le taux d'accroissement de la quantité de monnaie. Et donc on crée de la monnaie en permanence à un taux C chaque année, on va dire, on va prendre l'exemple des années. Et donc ça, c'est la traduction mathématique de on crée de la monnaie en permanence. On ne va pas créer de la monnaie à un temps zéro et après on arrête d'en créer. Ce serait complètement inégalitaire pour toutes les générations qui arrivent et qui doivent du coup subir la forme de l'économie qui a été décidée par leurs ancêtres. Donc quand on résout ces deux équations, on arrive à une forme de l'augmentation de la quantité de monnaie. Donc M c'est la masse monétaire, la quantité de monnaie. Elle augmente de manière exponentielle à un taux d'accroissement qui est ce qu'on va devoir définir. Donc ça, on va le voir plus après, c'est pour ça que je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Et la deuxième des conséquences de ça, c'est la plus importante de la théorie, c'est le dividende universel. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait croître la quantité de monnaie, cette monnaie qui est créée de manière supplémentaire, elle est répartie à égalité entre tous. Et cette valeur-là, on appelle ça le dividende universel. Donc c'est l'accroissement de la monnaie à un instant donné, divisé par le nombre de personnes dans l'économie. Et donc là, avec ça, le dividende universel, c'est l'objet mathématique invariant dont j'essayais de parler précédemment. Donc c'est l'équivalent dans la théorie relative de la monnaie de la transformée de Lorentz dans la théorie de la relativité restreinte. Et il fait intervenir, donc on va voir qu'il va faire intervenir l'espérance de vie. Ah oui, un truc dont je n'ai pas parlé, c'est que ça change énormément de choses parce que grâce à cette création monétaire qui est égalitaire, on peut exprimer nos prix non pas en nombre d'unités monétaires, enfin on peut les exprimer en nombre d'unités monétaires, mais on peut aussi les exprimer en nombre de DU. Puisqu'on crée la même chose chaque mois par exemple, donc chaque année, on crée le même DU. Quand on fait une transaction, on peut exprimer ce prix-là en nombre de DU, puisqu'on sait de quoi on parle, puisqu'on crée exactement la même chose tous les deux. Donc voilà. Et ça, on va voir la conséquence de ça juste après. Donc après, ensuite, il faut définir C, qui est une constante. Alors là, je ne rentre pas dans ces équations, mais en fait, cette équation, c'est la traduction mathématique de cette phrase. Aucune génération ne doit être privilégiée par rapport à une autre. Et donc là, le EV que vous voyez, c'est l'espérance de vie. Et on arrive à cette formule que C est égal à logarithme de l'espérance de vie sur 2 divisé par l'espérance de vie sur 2. On arrive pour une espérance de vie de 80 ans comme en Europe, à un taux d'accroissement de la monnaie de 10% par an. Donc on fait croître la monnaie de 10% par an. Donc ça c'est le résultat fondamental de la théorie relative de la monnaie, c'est que les monnaies libres sont possibles. Il y a une solution mathématique unique qui permet de rendre possible l'idée de la monnaie libre et d'une monnaie qui serait du coup compatible avec le principe de relativité et du coup qui par là même serait égalitaire dans l'espace et dans le temps, dans sa création. Donc dans la création monétaire soit égalitaire dans l'espace et dans le temps surtout, c'est vraiment l'aspect temporel qui est important. Et donc une monnaie libre par définition c'est une monnaie libre qui est créée à égalité par tous par un dividende universel dont le taux d'accroissement par an épouse plus ou moins, il y a une certaine tolérance, hein, si c'est 9 ou 11% ça va,
qui épouse l'espérance de vie, donc qui en fait épouse le flux de renouvellement de génération et de l'humanité. Bon alors, c'était un peu compliqué, je vais pas... Voilà, on va faire un exemple un peu plus visuel. Donc on va imaginer, alors ça c'est le... Donc on a vu que la masse monétaire globale augmente de manière exponentielle. Donc une exponentielle c'est ça. Ça c'est la forme d'une exponentielle. Donc on va imaginer que cette augmentation c'est l'augmentation d'un cercle. Et on va le faire, on va le faire grandir comme ça. Et donc on va faire un exemple aléatoire en fait. Et on va partir d'une situation initiale inégalitaire volontairement. Enfin inégalitaire, les comptes ne sont pas les mêmes, chacun. Donc là ce que vous voyez les cercles c'est la quantité de monnaie qu'ont les personnes. Donc il y a Sissi, Dédé, Momo et Lulu qui ont chacun cette part de monnaie. Ensuite il y a 4 autres personnes qui ont le reste de la partie noire. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail d'eux, on va juste regarder les comptes de ceux qui sont en couleur. Mais le reste c'est les 4 autres, donc en tout ils sont 8. Alors on peut exprimer la monnaie quantitativement, c'est-à-dire en nombre d'unités monétaires en fait, et donc ça correspond à la taille du cercle de chacun. Ou alors on peut l'exprimer relativement à la quantité totale de monnaie. Donc là on va l'exprimer en pourcent parce que c'est peut-être plus simple à comprendre. Donc par exemple, Sissi elle a 27% de la masse monétaire. Elle a 27% de la quantité totale de monnaie. Et donc après vous voyez les autres pourcentages qu'ont chacun, donc c'est pas les mêmes pourcentages forcément. Et donc maintenant on va créer de la monnaie suivant les équations qu'on a vues précédemment. Donc on va faire un saut de 12 ans. Donc 12 ans c'est une augmentation de la masse monétaire de 250%. Alors j'ai pas fait un saut d'un an parce que ça aurait été trop petit, c'était pas visuel. Là je fais un saut de 12 ans mais c'est la même chose. Donc là on ne parle que de création monétaire, la monnaie, il n'y a pas de transaction entre les comptes. Et donc on a créé tout ça en 12 ans. Et donc ils sont 8, on divise en 8. Donc on divise en 8 par x égale. Et la part que chacun crée, c'est le dividende universel. Ça, c'est le dividende universel. Et chacun crée un débit. Et c'est égalitaire parce que chacun crée le même débit. Donc on donne une part à chacun. Voilà, c'est ce que vous voyez là avec les couleurs. On donne une part à chacun. Donc ça, c'est la nouvelle situation. Les surfaces sont simplement fusionnées, c'est la même chose. Et donc là, on voit que tout le monde en quantité a créé de la monnaie. Donc les comptes tout le monde a créé de la monnaie en quantitatif. Mais en relatif, quand on regarde, c'est un peu écrasé, c'est un peu patate. Ouais. C'est pas... quand on regarde en relatif, on commence à voir des comportements qui sont différents. Là, on voit que ça commence à converger, et on va voir un peu plus clairement après. Donc vous voyez que ça a un impact au niveau relatif, ça change pas mal de choses. Donc on va refaire la même chose. Alors pour l'exemple, il y a Dédé qui meurt à ce moment-là. Donc à partir du moment où il meurt, on crée de la monnaie que quand on est vivant. Quand on meurt, on arrête de créer de la monnaie. Par contre, la monnaie qui a été accumulée pendant notre vie, elle reste, elle est toujours existante. Alors on peut éventuellement la léguer à ses enfants. Bon là, on va prendre dans l'exemple qu'il l'a gardée sur son compte et il reste, peu importe. Donc il y a Dédé qui meurt et en même temps, il y a Anna qui naît. Donc ils sont toujours 8 au final en fait. Et donc on refait un saut de 12 ans, 250% d'augmentation de la masse monétaire. Et pareil, ils sont 8, on divise en 8 chacun. Et donc le DU que vous voyez là, tout le monde crée un DU comme l'autre fois, mais le DU que vous voyez là, il est plus gros en quantitatif, il est plus gros que le DU 12 ans avant. Par contre, on l'appelle toujours DU, et quand on va exprimer les prix en nombre de DU, et ben du coup ça va faire apparaître des comportements qu'on va voir après. Donc même chose, on divise en parts égales et chacun crée une part. Donc là, Dédé, il a arrêté de créer de la monnaie, il crée plus de monnaie, du coup c'est Anna qui l'a remplacé. Et donc là, c'est la situation finale. Et donc là, on va voir les 3 situations. Et donc on va voir au niveau pourcentage, ça donne ça. Donc en relatif, en quantitatif, on voit que les cercles ont tous augmenté. Alors juste ici, Dédé, son cercle, entre les deux derniers cercles, il n'a pas augmenté. C'est parce qu'il a arrêté de créer de la monnaie, donc sa monnaie est restée en l'état. Sa quantité de monnaie est restée en l'état. Et du coup, en relatif, par contre, en pourcentage, les comptes ont un comportement qui est différent. Et on va un peu mieux Et on va un peu mieux le voir sur un graphe après. On va revenir dessus. Alors juste parce que là j'expliquais juste comment on crée la monnaie. Il n'y a pas de transaction monétaire, il n'y a pas de circulation de cette monnaie. Mais après en fait cette monnaie elle circule, donc là je prends un exemple local. Il y a celle en vert qui vend un vélo à celle en bleu. Et donc la transaction va s'opérer.
Et donc là, c'est une quantité de monnaie qui circule en échange d'un vélo. Et donc la transaction, la quantité de monnaie, c'est pareil. On peut soit l'exprimer en quantité, soit en pourcentage. C'est la même chose, simplement le fait de l'exprimer en pourcentage, ça va faire émerger des comportements différents. Et donc du coup, les nouveaux pourcentages, c'est ça. Donc là, ce qu'on voit, c'est le référentiel quantitatif. Donc là, c'est en échelle logarithmique, pour ceux qui comprennent, regardez juste à gauche si vous n'êtes pas trop familier. Donc là, l'état à 0, c'était le premier état qu'on a vu. Et puis tout le monde crée de la monnaie. Et là, c'est le dernier état, je ne l'ai pas mis. Mais là, vous voyez, l'état, c'est l'état où Dédé meurt et Anané. Ça commence. Donc ça, c'est en quantitatif. C'est l'augmentation des cercles de chacun. Et on voit que très vite, les cercles vont être énormes. À la fin, dans 100 ans, ça représentera peut-être la taille de Toulouse, quoi. Le cercle là que vous voyez là. Ça va très vite, une exponentielle. Donc ça, c'est en quantitatif. Mais le plus intéressant, c'est de regarder le référentiel relatif. Donc là, ce que vous voyez là, c'est le premier état, au début. Ça, c'est le deuxième état, au milieu, là où Dédé meurt et Anané. Et ça, c'est le troisième état. Et donc là, on comprend beaucoup mieux sur un graphe comme ça. Quand on exprime les prix en relatif, il n'y a pas du tout de phénomène d'inflation ou quoi, parce que tout est exprimé relativement au DU, au dividende universel. Enfin, on va le voir après. Et du coup, le comportement majoritaire, c'est une convergence à la masse monétaire moyenne. Alors, on a exprimé dans cet exemple en pourcent. En pourcent, le référentiel relatif, on l'a exprimé en pourcentage de la masse monétaire. Vous avez vu avec les pourcentages des cercles là. Mais en fait, c'est la même chose de parler de pourcent ou de parler de nombre de DU. Donc là, vous voyez, j'ai changé l'échelle. C'est exactement la même courbe. Vous obtenez exactement la même chose. Et donc nous, dans la monnaie libre, on appelle ça, on utilise le référentiel relatif, on compte en nombre de DU. Et donc quand vous faites ça, en fait, la formule mathématique que vous voyez ici, la masse monétaire, ah oui, j'ai le pointeur là. La masse monétaire moyenne, c'est-à-dire la quantité de monnaie divisée par le nombre de personnes, en relatif, elle est toujours égale à 10 dividendes universels. Et donc on a quelque chose qui est relativement au DU, qui est stable, qui est pas du tout, qui est le contraire de quelque chose d'inflationniste, puisque c'est complètement stable, et tous les comptes convergent vers cette masse monétaire moyenne. Et donc ça, c'est très intéressant, et ça fait émerger des comportements qui sont complètement différents des systèmes comme l'euro ou le dollar, où les riches peuvent accumuler plus de richesses ici par le crédit bancaire. Ici, si vous êtes au-dessus de la masse monétaire moyenne et que vous stockez votre compte, que vous stockez cette monnaie, vous allez créer de la monnaie comme tout le monde, mais avec le temps, relativement, vous allez converger à la masse monétaire moyenne et votre influence monétaire va se voir diluée dans une masse monétaire qui est créée égalitairement entre tous. Et donc ça fait émerger des comportements qui sont radicalement différents de ce qu'on peut voir sur les monnaies dettes. Je ne vais pas parler de monnaie dette, mais voilà, c'est compris. Donc voilà, alors on va faire des petits exemples. Si on imagine une société qui est déjà en monnaie libre, où tout le monde s'échange en monnaie libre, quelqu'un qui naît, donc la masse monétaire moyenne c'est 10 DU comme on l'a vu, et quelqu'un qui naît dans cette économie, eh bien, il va créer un DU par, on va prendre l'année par exemple, il va créer un DU par an, et au fur et à mesure, au bout de 40 ans, il va converger, il va atteindre la masse monétaire moyenne. Et à partir de là, les DU qu'il va créer vont le maintenir à la moyenne. Donc ça, c'est l'exemple. Et ensuite, là, à 80 ans, il meurt, et puis et du coup, sa monnaie se voit diluer. Là, c'est l'exemple comme on a vu Dédé là tout à l'heure. Donc la monnaie n'est pas réinjectée, elle disparaît. Non, elle ne disparaît pas, elle disparaît jamais. Elle finit par être diluée dans une masse qui est tellement énorme, voilà, qu'elle devient insignifiante. Voilà, très bien. Et donc ça, c'est l'exemple d'une personne qui n'a pas fait de transaction, qui n'a pas interagi, qui a créé de la monnaie et qui a fini par mourir. Donc, alors c'est soit un ermite, soit un névrosé de l'équilibre, qui vend exactement le même montant de monnaie qu'il achète, à chaque instant. Donc, voilà, c'est les deux exemples. Donc deuxième exemple, on va faire l'exemple de quelqu'un qui achète quelque chose à 20 ans, donc instantanément il achète une voiture à 20 ans, instantanément son compte diminue, et puis après il se met à créer de la monnaie comme les autres et il reconverge à la masse monétaire. Pareil, il meurt à 80 ans. Et ensuite un exemple de quelqu'un qui a 30 ans fait un concert, il y a plein de gens qui lui donnent de la monnaie parce que le concert était trop bien, il passe au-dessus de la masse monétaire moyenne, et bien pareil, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Après il va continuer à créer de la monnaie comme tout le monde, mais en relatif, cette quantité de monnaie qui est au-dessus de la masse monétaire moyenne va se voir diluée dans une masse monétaire qui augmente égalitairement.
Et donc là, un dernier exemple, quelqu'un qui est encore plus au-dessus de la masse monétaire moyenne, il va tendre d'autant plus rapidement, enfin en tout cas la pente de la courbe va être encore plus importante. Donc là, il y a vraiment un système qui tend en permanence à la moyenne. Et donc ça c'est vraiment très, très intéressant, parce que ça fait émerger quand même une société qui est beaucoup plus, a priori quand même beaucoup plus égalitaire. Donc voilà, donc on vient de discuter un peu de... Quand on voit que la monnaie libre, en fait, le résultat de la théorie relative de la monnaie, c'est de dire que une monnaie libre est possible, ben on peut d'une certaine manière envisager ça un peu comme un droit, de dire que si on est tous libres et égaux en droit, est-ce qu'on ne peut pas faire de ce droit de créer de la monnaie une réalité? Et est-ce qu'on est surtout libre, est-ce qu'on n'est pas libre de le faire sans demander la permission à qui que ce soit? Voilà. Et donc ça, c'est la question à laquelle on essaie de répondre avec la June. Donc c'est l'expérimentation. La June, c'est une expérimentation de cette idée de monnaie libre, pour dire on est libre de le faire, alors pourquoi on ne le fait pas? Le but de la June, c'est d'essayer de démontrer que c'est possible et qu'on est en train de le faire. Donc là, ce que vous voyez, c'est le logo. Donc la June, aujourd'hui, on fête alors c'est pas tout à fait aujourd'hui, mais on fête presque les 2 ans durant ce week-end. Donc là, vous avez un des logos de la June. Et là, ce que vous voyez là, c'est la toile de confiance. Alors la toile de confiance, c'est un système informatique qui permet aux différents membres de la monnaie de se connaître et de se certifier mutuellement. Parce que là, il y a un enjeu derrière cette idée-là, quand on essaie de la rendre concrète, c'est que il faut qu'il y ait un compte créateur de monnaie par personne. Et il faut s'assurer qu'il n'y a qu'un seul compte de création monétaire qui est fait par personne. Et pour faire ça, il y a un système qui s'appelle une toile de confiance, qui a été développé avec certaines règles, on va rentrer dans le détail un peu après, qui permet en fait de faire en sorte d'éviter les doubles comptes ou de les rendre très compliqués à créer. Et alors on va voir comment ça fonctionne. Alors comment ça fonctionne tout ça niveau informatique et logiciel? Donc on a la base, le cœur du système informatique et du logiciel, c'est le logiciel d'Unitaire qui est une blockchain. Alors la blockchain, pour ceux qui ne connaissent pas rapidement, c'est un livre de compte partagé dans un réseau d'ordinateurs décentralisé. Donc c'est un protocole qui permet à des ordinateurs connectés dans un... Enfin, pas connectés, mais à des ordinateurs connectés dans un réseau qui est décentralisé, qui n'appartient à personne, de faire un consensus et de se mettre d'accord pour enregistrer de nouvelles informations dans une chaîne de blocs, dans la blockchain, qui est un livre de compte partagé. Donc ça permet en fait de gérer des transactions de manière décentralisée, sans pouvoir central qui décide d'ajouter ou non de nouvelles informations. Et donc la blockchain de la monnaie libre, ça s'appelle d'Unitaire. Donc ça c'est le cœur de la monnaie. Alors d'Unitaire contient les équations qu'on a vues, et c'est comme ça qu'est automatiquement générée la monnaie sur les comptes de chacun. Donc concrètement, ça fait comme ça, c'est généré automatiquement. Mais vous, quand vous voyez sur votre application, vous voyez directement votre dividende universel qui est créé chaque jour. Alors dans la June, on crée un dividende universel par jour. Là, avant, j'avais fait des exemples par année. C'est pas voilà, c'est la même chose, mais c'est par jour. Donc après, d'Unitaire, il y a des applications, des clients qui permettent de communiquer, enfin des clients informatiques qui permettent des applications, alors soit sur PC ou soit sur smartphone, qui permettent en fait de communiquer avec la blockchain pour faire des transactions, pour certifier les gens. On va voir un peu de tout le détail. Donc ça, c'est l'outil fonctionnel qui permet aux utilisateurs lambda, comme la plupart d'entre vous probablement, d'utiliser la monnaie. Et donc grâce à ces outils-là qui ont été développés pendant de longues années en France principalement, et ben depuis 2 ans, et ben il y a une économie qui émerge grâce à ces outils-là, il y a une nouvelle économie qui émerge avec des G-marchés, des apéros où les gens commencent à s'échanger des biens et des services en June. Et en fait, c'est comme ça que la June prend de la valeur. Donc il y a 2 ans, ça valait rien une June, et aujourd'hui, petit à petit, on peut commencer à s'acheter de plus en plus de choses et on peut commencer à produire des choses en June. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, la June, petit à petit, prend de la valeur. Donc c'est complètement indépendant de l'euro, c'est quelque chose de complètement parallèle. Donc là vous avez à Toulouse, on est particulièrement actif, il y a une communauté assez grande maintenant, on va le voir plus tard.
Alors là, vous avez bon, des apéros. Vous avez J'échange qui est un peu. C'est une plateforme, c'est un site internet comme Le Bon Coin en June, bon, qui permet de vendre des biens et des services en June. C'est donc là, on va rentrer dans les pages de Cesium, l'application. Donc là, c'est la page de certification. Donc pour rentrer et commencer à créer un dividende universel par jour, il faut être certifié par 5 membres existants de la toile de confiance. Donc avant ça, vous pouvez ouvrir un compte et commencer à échanger des biens, vendre des choses en June et recevoir des Junes si les gens vous achètent des choses. Par contre, pour commencer à créer des DU, il faut être certifié par 5 membres existants. Donc là, vous avez les certifications que j'ai reçues, moi, et les certifications que j'ai émises. Voilà. Donc ça, c'est un extrait de mon compte dans Cesium. Alors, c'était un extrait de mon compte après le G Noël, le dernier. À Noël, on a fait un événement un peu similaire dans le cadre de la June. Il y avait déjà pas mal de choses à s'échanger. Et donc là, vous voyez un peu, là, ça c'est ce que j'ai acheté. Donc j'ai acheté des bars, des bières. Et là, vous voyez le dividende universel par jour. Un dividende universel par jour. Et après, ça c'est la monnaie que je reçois, parce que parfois je reçois de la monnaie pour les présentations que je fais. Bon, là, c'était à l'avant. Et donc voilà, c'est mon compte. C'est très simple de consulter son compte et de voir un peu où on en est. Et là, vous voyez, il y a les deux expressions de la monnaie. Il y a en DU et en June. Donc le quantitatif, c'est en June. Et le relatif, c'est en dividende universel. Et donc on voit qu'on crée un DU par jour. C'est 10,04 June pour le moment. Après ça, dans le temps, ça va évoluer. Par contre, ce sera toujours un dividende universel. Par contre, le quantitatif va augmenter au fur et à mesure du temps. Et donc là, on a les deux expressions. Et donc quand on exprime les prix en DU, on a tous les comportements qu'on a vus précédemment avec la convergence de la masse monétaire moyenne. Donc c'est exactement la même chose, c'est simplement le regard qu'on porte sur la monnaie, si on le regarde relativement ou quantitativement. Ça c'est la même chose, c'est mon compte, simplement c'est une courbe dans le temps là. Là vous voyez en rouge c'est les moments où j'achète des choses, en bleu c'est quand je... Non, en bleu c'est quand je suis payé, oui en rouge c'est quand j'achète des choses et là quand je reçois des paiements. Et vous voyez quand je fais rien, chaque jour ça augmente un petit peu, c'est le dividende universel. Ça c'est mon extrait de mon compte. Alors aussi dans Cesium, alors Cesium c'est pas le seul client, il y en a d'autres, mais c'est le plus fonctionnel, le plus facile à utiliser. Mais il y en a d'autres comme Sakia ou d'autres qui permettent aussi de communiquer avec d'unitaire. Donc dans Cesium on peut aussi consulter les statistiques, on va dire, de la monnaie, donc la masse monétaire à l'instant T, à l'instant donné, dans le présent, la quantité totale de monnaie qu'il y a, donc là je l'ai exprimé en DU, on peut l'exprimer aussi en June. Donc il y a pas loin de 5 millions un peu plus de 5 millions de Jules ou 500 000 DU. Après vous avez la masse monétaire moyenne par membre, enfin la masse monétaire par membre, pardon. Il y a le nombre de membres, donc aujourd'hui on n'est pas loin des 1700. Donc voilà, ça augmente et au fur et à mesure il y a de plus en plus de gens qui joignent l'aventure et l'expérience et ça prend un peu plus d'ampleur. Alors là, vous voyez, c'est une schématisation de la toile de confiance. Donc la toile de confiance qui permet de faire en sorte que les gens se connaissent suffisamment. Donc au moment où on certifie les gens, on s'accorde sur une licence, en fait, c'est un texte, où on s'engage à ne certifier que des personnes qu'on connaît suffisamment, qu'on est capable de contacter, dont on connaît un peu l'entourage et qu'on connaît un peu qu'on est au moins capable de contacter par au minimum 2 moyens de communication différents et qu'on les connaît suffisamment. Donc c'est ce à quoi servent ce genre d'événements ou les apéros, c'est de rencontrer les membres pour se faire certifier, faire en sorte que la toile de confiance grandisse et admette tous les jours de nouveaux membres. Donc là, ce que vous voyez, là, les points, c'est les membres en fait de la toile de confiance. Alors le fait qu'il y en ait des plus gros, tout simplement parce qu'ils ont émis et reçu plus de certifications, ça leur donne absolument pas plus de droit de créer plus de monnaie que les autres, c'est simplement une visualisation là. En rouge, c'est les membres non référents. Dans les règles de la toile de confiance, il y a une distinction entre les membres référents et membres non référents. Tout le monde crée un DU par jour, c'est simplement pour les questions de densité de la toile.
En noir, c'est les certifications qui sont émises entre les différentes personnes. Donc voilà. Donc ça, c'est la même chose. C'est la même chose à côté, là, à droite. Là, ici sont schématisées les différentes communautés. Donc la région Occitanie est particulièrement active dans la June et assez dynamique. Et en fait, ça représente tout ça, l'Occitanie. Donc toute cette partie, c'est l'Occitanie. Ensuite, vous avez Nantes qui est par là. Ouais, je vais dire des bêtises, moi. Le Havre, c'est là, je crois. La Mayenne, c'est ici. Enfin, voilà. Et Paris, c'est au milieu, là. C'est plus ou moins au milieu. Et voilà, et tout ça, là, toute cette zone, c'est l'Occitanie. Et donc, si vraiment vous êtes intéressé par la June et la monnaie libre et que vous avez envie de vous impliquer, d'être certifié, vous avez moins d'excuses. Si vous êtes un peu motivé, vous avez pas trop d'excuses en Occitanie si vous voulez vous impliquer. Parce il y a certains endroits de la France aujourd'hui qui sont encore un peu isolés et les gens ont des difficultés à rencontrer des membres existants pour pouvoir rentrer dans la toile et commencer à créer de la monnaie. À Toulouse, si vous êtes un minimum, il n'y a pas d'excuse parce qu'il y a des apéros chaque semaine, donc si vous êtes un minimum motivé, il n'y a pas d'excuse. Il y a des sanctions. Hein? Non, il n'y a pas de sanctions, il n'y a juste pas d'excuses. Bon, alors là, c'est toutes les règles de la toile de confiance. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais rapidement, donc, le nombre de certifications requises pour devenir membre, on en a parlé, c'est 5 membres pour pouvoir être certifié. Ensuite, il y a un délai, les certifications ont une durée de vie de 2 ans, donc il faut se refaire certifier au minimum par 5 personnes au bout de 2 ans. Il faut aussi renouveler son compte tous les ans. Et il faut se faire certifier dans un délai de 2 mois. Bon, ça après, vous discuterez là, au cours de cet événement avec les membres, on vous expliquera un peu tout dans le détail. C'est pas compliqué. Et donc, voilà. Pour la toile de confiance, ça c'est une carte avec les différents membres. Donc là, à Toulouse, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais ouais, on doit être 400 par là à Toulouse, dans ces environs, ce qui est pas mal. Et voilà, vous voyez, là il commence à y avoir des membres un peu partout. Alors aujourd'hui on a des visiteurs de Berlin, bonjour, qui travaillent sur un autre projet assez similaire à la monnaie libre qui s'appelle Circles. Et donc ils viennent un peu découvrir. Donc, je vous engage à discuter avec eux. Circles. Circles. Voilà. Donc voilà, et ça commence à se répandre un peu partout. Il y a aussi des membres en Suisse un peu. Il y en a pas mal en Belgique. Voilà. Donc de manière simple, c'est un peu ça. Donc voilà, je crois que j'ai quasi fini. Alors pour ceux si vous voulez plus de détails, donc vous pouvez lire la théorie relative de la monnaie, qui est disponible sous licence libre sur Internet. Vous pouvez taper sur n'importe quel moteur de recherche, vous le trouverez. Il y a aussi la TRM en couleur qui est un logiciel qui vous permet de jouer avec les référentiels relatifs et tout. Vous pouvez voir les différents paramètres de la monnaie. Et pour apprendre à comprendre un peu, pour comprendre un peu. Sinon, il y a pas mal de vidéos de conférences sur Internet. Alors, il y a un jeu, le jeu Geconomicus dont Nadia et Yann vous ont parlé tout à l'heure. Donc, si vous voulez y jouer demain, je vous engage formellement à le faire parce que c'est très intéressant pour expérimenter directement le concept de création monétaire par la dette dans un premier temps et en utilisant la monnaie libre ensuite. Et ça permet de le vivre par l'expérience et pas simplement par un cours comme ça qui est un peu plus froid, quoi. C'est un peu plus chaleureux. Donc voilà, au niveau de la monnaie libre, donc on en a parlé, vous pouvez télécharger Cesium, ouvrir des comptes aujourd'hui et les événements, bon, vous êtes dans un événement, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Pour les sites internet, donc vous avez créationmonétaire.info qui est le blog de Stéphane Laborde, vous pouvez trouver la TRM. Vous avez le site d'Unitaire, le forum Monnaie Libre si vous avez des questions. Monnaie Libre Occitanie si vous voulez notamment les informations sur les événements à venir. Ça, cette page, je la mettrai si vous voulez prendre des photos, je la mettrai ici, là. Je l'ai en version papier. Et voilà. Parce que là, ça va être un peu flashy, si vous voulez. Et ensuite, vous avez J'échange et J'annonce, qui sont des sites comme Le Bon Coin, là, qui permettent d'avoir des plateformes d'échange en ligne. Et j'ai fini. Merci beaucoup. Merci.